Erin Pizzey, venue tout exprès d'Angleterre pour participer en direct à cette émission ce soir, a été la première à dénoncer et à essayer de mettre fin au calvaire des femmes battues. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre », et c'est ce film qui nous a inspiré cette émission. Alors Erin Pizzey, j'aimerais vous demander tout d'abord pourquoi vous avez ouvert ce refuge pour femmes battues. J'ai commencé par accident. J'ai ouvert un centre pour les mères qui avaient de jeunes enfants, qui étaient seules, solitaires, et les femmes ont commencé à venir vers moi et à me montrer tous les problèmes qu'elles avaient et tous les bleus qu'elles avaient. Et ils ont dit, personne ne veut m'aider. Personne ne veut m'aider. Je savais que quand j'étais une petite fille et que je voulais trouver de l'aide pour ma mère, personne ne venait nous aider. Et j'étais tellement en colère que 20 ans plus tard, c'était tout aussi difficile. Alors j'ai dit aux femmes, venez, entrez. Et puis c'était comme une explosion. Les femmes sont venues du pays tout entier. Elles se sont précipitées dans notre maison avec leurs enfants et elles dormaient dans les corridors. Parfois, il y en avait une quantité. Elles étaient parfois simplement assises sur une chaise en tenant leurs enfants dans leurs bras. Et c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par une femme battue? Nous ne parlons pas des femmes qui reçoivent simplement une paire de claques de leur mari et qui peut-être répliquent en lui envoyant quelque chose dans la figure. Nous parlons des femmes qui sont violemment battues depuis le début d'une relation et dont les maris ou les compagnons ont toujours été violents. Ils appliquent des cigarettes sur le corps de leurs femmes. Ils leur mettent des prises d'électricité. Ils leur cassent les membres avec des coups de marteau. Ils étranglent ou ils cherchent à étrangler les enfants. C'est le type de violence auquel nous avons affaire. Et pour ces femmes, le refuge est vraiment nécessaire. Oui, bien sûr, sinon elles en mourraient. Est-ce que ce problème est un problème social avant tout? Non. Quand j'ai commencé, tout le monde disait que c'était un problème de classe, que c'était l'ouvrier qui ne pouvait pas communiquer en utilisant la parole, alors il utilisait les poings. Alors j'ai dit, mais j'ai des amis qui ont épousé un avocat, j'ai des amis qui ont épousé un médecin et qui se font battre. En fait, on en trouve dans toutes les classes. C'est un problème c'est-à-dire que les enfants qui sont battus deviennent des hommes qui battent leurs femmes. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils sont battus, mais simplement s'ils observent cette violence. C'est la façon dont ils s'expriment ensuite, pour tout le reste de leur vie. Après tout, les jésuites ont dit « Donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous donnerai l'homme ». Et nous avons ces enfants qui sont en contact avec la violence. Nous sommes aveugles. Et ensuite, nous pensons que ces enfants deviendront de bons citoyens. Ce n'est pas possible. Et on a donc vu au centre que vous avez une action toute particulière pour les enfants. Oui, c'est vrai. Steven s'occupe beaucoup des enfants. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tous des problèmes? Plus ou moins troublés, au moins. Et les pires enfants sont troublés au point de violence déjà, même à l'âge de 2 ans, quelquefois. Oui, il est donc extrêmement important de les préserver de ce climat de violence. On dit aussi très souvent que les femmes aiment être battues. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait faux. Aucune femme aime qu'on lui brise la mâchoire ou aime avoir des bleus et des contusions sur tout le corps. Il y a quelques femmes qui se sont fait battre alors qu'elles étaient enfants, qui ont une espèce d'attitude d'un mélange de peine et de plaisir à l'égard de cette violence, qui ne savent plus très bien où elles en sont. Et elles rechercheront des relations violentes, mais il ne s'agit que d'un tout petit nombre de femmes. La grande majorité des femmes
se trouvent dans une relation avec un homme, elles aiment cet homme, mais elles détestent être battues. Depuis 6 ans que ce centre existe, est-ce que vous avez pu remarquer un changement d'attitude? Oui, il y a eu un très grand changement. Quand j'ai commencé, on faisait des plaisanteries à ces sujets. On disait « Ha, ha, ha ». Quand est-ce que vous avez battu votre femme pour la dernière fois? Maintenant, 6 ans plus tard, depuis que nous avons établi une relation entre les enfants qui sont battus et tout le monde les plaint, et les femmes qui sont battues, la violence au sein de la famille, les gens commencent à se rendre compte que cette génération d'enfants sont les violeurs et les criminels de demain. Nous devons aussi leur donner un refuge, nous devons donner un refuge aux femmes et nous devons aider les hommes. Mais dites-moi, est-ce que c'est un problème spécifiquement anglais ou est-ce qu'on le rencontre partout? Une fois de plus, je vous dirais ici que quand j'ai commencé, dans chaque pays, on disait c'est un problème britannique. Et quand j'ai écrit mon livre et que tout le monde l'a lu, des femmes d'autres pays ont dit non, ne pensez pas que ce ne sont que les femmes britanniques. Que se passe-t-il chez nous? Nous avons reçu des lettres désespérées en provenant de Suisse, qui nous disaient « Personne ne nous aide en Suisse. C'est comme si vous aviez simplement du chocolat et des montres. Et vous n'avez pas de problèmes sociaux de violence. » Bien, je pense que c'est une question qui se pose maintenant à nous. Que se passe-t-il chez nous? Alors, monsieur, je voudrais vous poser la question suivante. Vous battez votre femme. Pourquoi avez-vous accepté d'en parler ce soir? Je crois qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que ça relève de mon désespoir face à ce problème. Et justement, je dis face à ce problème comme si c'était une chose extérieure à moi. Et moi, j'ai beaucoup de peine pour moi-même, donc comment je me conçois, de voir ça comme une partie intégrale de moi. Et personne à l'extérieur le devine. Et j'ai envie de faire éclater un peu. Est-ce que vous pouvez expliquer, par votre enfance, par exemple, pourquoi vous êtes aussi violent? Enfin, Ervina, tout à l'heure, elle était très bien ce qu'elle disait. Elle parlait de la violence qui provoque ça. Moi, j'ai vécu une enfance avec une très grande violence. Mais mon père n'a jamais tapé ma mère. Il m'a jamais tapé. Mais j'ai vécu une violence d'une famille bourgeoise qui est une violence sournoise et une violence de parole. C'était une violence morale avant tout. Oui, et affective. Et votre mère acceptait cette violence? Ma mère l'a acceptée, elle l'accepte toujours. Vous avez donc une image d'un homme violent et d'une mère, d'une femme soumise. Oui. Et dans votre vie actuelle, aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque ces accès de violence en vous? C'est-à-dire que, avec la tension qui monte dans moi petit à petit, la tension qui vient de mon travail, de mon fatigue, du fait que je sens que je n'aime pas suffisamment ma femme, je me sens coupable de toutes ces choses-là, cette tension monte jusqu'à un point que je sens que je ne vis plus, je me sens mort à l'intérieur. Et il y a un cri d'alarme qui se passe, et puis tout ça s'exprime d'une incroyable énergie qui est la violence. Et c'est pour moi une sorte de soupape de sécurité auquel je tiens pour me tenir en vie. Mais pourquoi alors tapez-vous votre femme? Vous pourriez battre vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. Oui. Pourquoi votre femme? Pourquoi ma femme? Je pense que c'est parce que j'ai une relation très intime. Et, disons, dans la société dans laquelle on vit de manière à ce que les couples sont chacun de leur côté. Et puis nous, on se responsabilise pas les uns pour les autres. Donc on est tout seul. Et puis on a tous nos espoirs, toutes nos agressions, toutes nos frustrations qui se fixent sur une personne. Et puis avec l'intimité, avec tout le désir, il y a aussi son contrepartie négatif qui vient avec aussi. Alors, je dis à ma femme des choses que je ne dirai jamais à personne, je n'oserais dire jamais à personne. Parce que ils ne sont pas cohérents, parce que c'est mes imaginations, des petites choses d'enfance. Et puis je la tape. Pourquoi acceptez-vous? Avez-vous accepté?
de vous faire battre? Donc la première fois, je pense que c'est tout un processus dans lequel on entre. On n'accepte pas de se faire battre, j'entends. On met le doigt dans un engrenage et puis après on n'a plus les moyens d'en sortir, j'entends. Et disons le premier doigt qu'on met dans l'engrenage, c'est la compréhension, parce que les femmes ont été élevées pour être compréhensives. Alors on essaye de comprendre ce qui se passe, on se dit peut-être qu'on pourra aider l'autre à dépasser ce problème. Et puis petit à petit, on entre dans cet engrenage et après, c'est plus la compréhension qui fait qu'on part pas, c'est la peur. Parce qu'à ce moment-là, on entre justement dans le cercle vicieux de la peur. La peur, c'est quelque chose qui paralyse, qui empêche d'agir? Oui, ça, la peur, c'est le problème essentiel justement de ça, parce que, comme vous dites, la peur est paralysante, c'est-à-dire que la peur empêche de demander de l'aide, la peur empêche de s'exprimer, la peur se fait se renfermer de plus en plus sur soi-même. Et on a peur de tout finalement, on a peur de provoquer la colère de l'autre, alors on dit de moins en moins ce qu'on pense, on a peur si on s'adresse à quelqu'un d'autre, si on en parle à quelqu'un d'autre, on a peur des représailles, on a peur de se défendre parce qu'on a peur d'augmenter encore la violence de l'autre, et puis on devient justement quelqu'un de... Moi, je ne me reconnaissais plus, finalement. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se taisait, qui avait peur pour tout. Vous vous aimez. Est-ce que vous avez essayé de vous soigner, individuellement et aussi en tant que couple? Individuellement, plutôt, oui. Moi, j'ai fait la psychanalyse, la psychothérapie analytique, des groupes de rencontres, la bioénergie, l'analyse transactionnelle, la méditation. Est-ce que vous avez aussi J'ai essayé d'abattre des arbres. J'ai fait la relaxation, enfin. Ça mène à rien. Je pense là, il y a une chose qui est très très importante, c'est par le fait que j'ai vécu la violence de mon père et que j'ai absorbé cette image d'un père violent et dominant et d'une mère totalement subversive, que je me sens profondément, inconsciemment, en raison, je sens que j'ai raison de taper, que c'est une chose légale, une chose à laquelle j'ai droit. Et ça, c'est une chose qu'on n'enracine pas d'un jour à un autre. Et on n'enracine pas avec la thérapie. Et peut-être il faut le vivre avec pour le reste de sa vie. Mais consciemment, est-ce que vous estimez aussi que vous avez le droit de taper votre femme? Bien sûr que non. Comment voyez-vous alors votre avenir en tant que couple? Donc pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. Disons que la seule solution qu'on a trouvée, c'est de vivre matériellement séparément, c'est-à-dire dans deux lieux différents pour éviter au maximum que ça arrive et se voir dans les meilleures conditions possibles quand on se voit. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution, non. Y a-t-il de l'espoir pour l'avenir? Je ne sais pas. Il y a l'inconnu. Erin Pizzey, est-ce qu'on peut aider un couple qui vit avec cette violence? Oui, bien sûr. Dans ce cas particulier, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Peut-être pas pour les deux ensemble, mais en tant que deux individus. Pour lui, bien son problème, c'est qu'il y a des années, je crois que quand il avait 3 ou 4 ans, il s'est complètement renfermé. Il est devenu une forteresse, une tour d'ivoire. Mais derrière cette tour d'ivoire, à l'intérieur, il y a lui-même et il ne laisse personne s'approcher de lui. C'est pour cette raison que vous la battez, parce qu'elle essaye de s'approcher de vous. Vous pouvez traiter avec d'autres personnes, vous pouvez utiliser les paroles pour les laisser où ils sont, mais dès que quelqu'un essaye de se rapprocher de vous, ça ne va pas. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que sa crainte la rend seule, solitaire. Et quand vous faites vos signaux de violence, eh bien, elle ne peut rien vous dire. Il faut que vous appreniez un langage que vous puissiez utiliser entre les deux et que vous n'avez pas encore appris, si vous voulez rester ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Est-ce qu'il est important de parler de ces problèmes? Oui, bien sûr, c'est la seule façon. Il n'y a pas de pilule à prendre, il n'y a pas de tranquillisant, il n'y a pas, ce n'est pas un psychiatriste qui doit être assis et vous écouter, c'est simplement l'amour qui doit parler. Et ce dont il a besoin, c'est l'amour, c'est ce qu'il n'a pas eu. Même s'il le refuse, c'est ce dont il a besoin. Et vous aussi, parce que vous aussi, vous avez toujours eu peur depuis que vous étiez toute petite, non? Et votre crainte, c'est en même temps votre réconfort. Alors il faut renoncer à votre crainte. Et je suis sûre que vous pouvez le faire. Mais est-ce qu'on rencontre dans son entourage des gens à qui on peut parler de ce problème? Est-ce qu'un homme peut dire « je bats ma femme et j'aimerais bien essayer de ne plus le faire » et est-ce qu'une femme a des amis, des parents à qui elle peut se confier? Là, il y a un problème de très grande complicité de la société. Complicité envers l'homme, évidemment. Et bon, c'est pour ça qu'on a beaucoup de peine à en parler. Même dans mon entourage très proche et dans son entourage très proche, des tas de gens ne sont absolument pas au courant parce qu'on n'aurait pas osé leur en parler en imaginant très bien les réactions. Moi, j'ai eu la réaction d'un très bon ami qui m'a dit en souriant, alors que j'étais pleine de bleu, qui m'a dit « tu l'avais probablement bien cherché ». J'entends, on se heurte à des choses comme ça. Et puis la complicité des voisins, des gens dans la rue qui n'interviennent pas. Une complicité qu'on sent qui existe. C'est une chose relativement acceptable qu'un homme batte sa femme, finalement. C'est donc la solitude la plus totale. Oui. Et on ne peut pas s'en sortir tant qu'on est seul. Oui, ou jusqu'à ce qu'on ait une prise de conscience suffisante pour justement oser en parler. Et là, bon, le livre d'Erin Pease m'a beaucoup aidée. Et c'est depuis que j'ai lu ce livre, j'ai découvert qu'effectivement, ce que je vivais, je n'étais pas du tout la seule à le vivre. Que des femmes vivaient, sentaient, disaient exactement les mêmes choses que j'aurais pu dire. Et je me suis mis dès ce moment-là à oser en parler, malgré les réactions des gens. Erin Pizet, dans votre centre, vous accueillez des femmes qui peuvent parler de leurs problèmes, vous les accueillez avec leurs enfants, mais est-ce que vous faites aussi quelque chose pour les hommes? Yes. Oui. Nous avons aussi un centre pour les hommes. Nous avons une adresse publique pour ce centre. C'est-à-dire quand la femme vient, l'homme sait où la retrouver et quand il vient et qu'il se trouve sur le palier et ils sont en colère, eh bien nous sortons et nous leur disons « je suis désolée ». Et très bientôt, eh bien, on les entoure et ils commencent à pleurer, vous commencez à pleurer et alors on leur dit « il y a aussi un centre pour vous ». Mais malheureusement, nous n'avons plus d'argent. Et la maison des hommes a dû être fermée, ce qui était tragique. Au fond, il ne sert à rien d'essayer de secourir seulement les mères, les femmes et les enfants. L'homme qui est à l'extérieur est en fait un enfant qui a mal, et il a besoin qu'on lui donne une deuxième chance. Il faut que nous arrêtions de punir des gens qui sont violents. Il faut essayer de les comprendre, parce qu'il s'agit des enfants maltraités, des enfants battus, au sujet desquels on pleurait il y a 20 ans et pour lesquels on n'a strictement rien fait. Donc, on en revient à l'enfance et au problème d'éducation. C'est avant tout un problème d'éducation. Et vous pensez qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut changer quelque chose? Oui. Nous pouvons changer quelque chose. Mais il faut assumer la responsabilité. Parce que des enfants qui ont mal, qui ont des ennuis, qui n'ont pas cherché ces ennuis, eh bien nous pouvons leur donner un refuge. Et nous pouvons leur donner la possibilité d'apprendre de nouveau, d'apprendre à vivre selon un comportement acceptable. C'est la seule façon. En vous occupant de ces enfants, est-ce que vous avez remarqué qu'ils changent d'attitude?
Ou est-ce que c'est extrêmement difficile d'extirper d'eux cette violence qu'ils ont eue depuis tout petit? Non, c'est difficile, mais c'est possible. On remarque après quelques mois, quand les enfants restent avec nous quelques mois, qu'il y a un changement remarquable dans l'attitude envers les autres enfants, d'abord, et puis envers les adultes qui travaillent dans le centre, et aussi envers leur propre mère. Et c'est ça qui est très important, parce qu'au centre à Chiswick, nous travaillons beaucoup sur le problème des relations entre la mère et l'enfant, qui est souvent assez brisé. Mais c'est possible de le réparer. C'est toujours possible avec le temps et avec toujours l'amour et la compréhension. Et est-ce que vous essayez aussi de rétablir la relation avec le père? On en parle beaucoup. Nous, on ne voit pas tellement les hommes, parce que normalement, ils préfèrent rester à l'extérieur. Ils ont un peu... ils n'ont pas exactement peur de venir, mais ce n'est pas normal qu'ils viennent. Il faut le dire. Ce n'est pas normal qu'ils viennent. Mais on parle... Moi, je parle beaucoup avec les enfants. Je discute avec eux leurs attitudes envers leur père. C'est très important à discuter avec eux cette chose, parce que je remplace, dans une certaine façon, je remplace le père. Mais c'est très important que je ne le remplace pas complètement, parce que je ne suis pas le père de ces enfants. Je suis un type qui joue avec eux et qui les comprend, je crois. Puis je discute avec les enfants, leur père, ce que leurs pères ont fait, ce qu'ils en pensent. Erin Pizzey, pour les enfants qu'on peut soustraire à la violence, il y a un espoir de changement. Mais pour les adultes, eux, est-ce qu'il y a un espoir? Oui. Un tiers des femmes qui viennent au refuge sont violentes en raison de leur enfance. Elles sont violentes à l'égard de leurs enfants et très souvent à l'égard du personnel. J'ai des mères qui ont vécu au refuge et dans nos autres maisons depuis 4 ans. Et maintenant, elles se retrouvent intégrées au sein de la société. Elles ne sont plus violentes. Elles peuvent vivre tranquillement avec leurs enfants. Et j'espère établir une bonne relation avec eux et avec un homme. Et cela, elles l'apprennent grâce au refuge. Est-ce que vous pensez que le changement des mentalités, en particulier l'émancipation des femmes, va aider à prévenir ce problème de violence dans le couple? Je suis très préoccupée à propos de la libération des femmes, parce que je ne crois pas qu'on peut demander la libération d'un sexe uniquement, et cela au détriment de l'autre. Et je crois toujours qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère et d'une famille étendue, élargie. Je crois qu'il nous faut revenir en arrière, revenir à l'époque où les familles étaient beaucoup plus complètes, beaucoup plus vastes. Et quand une des parties manquait, il y avait quelqu'un d'autre qui était là pour prendre sa place. La famille, la cellule familiale, est en fait une toute petite cellule qui ne suffit pas. Il nous faut trouver une issue, autre chose. C'est donc toute la vie de la famille qu'il faut changer telle qu'elle est conçue actuellement. Yes, I believe so. Oui, en effet, c'est ce que je crois. Moi, je serais très, très d'accord avec elle là. Bien que je me pose certaines questions, mais quand j'ai vécu avec ma femme dans certains milieux où il y avait ce genre de société qui existait, j'avais pas les mêmes problèmes. Des hommes dans cette société avaient ces problèmes-là peut-être, mais moi au moins, j'avais pas les mêmes problèmes. Tel que vous l'entendez, c'est tout de même une famille où la femme trouve aussi sa place. Parce que dans la famille nucléaire dont vous parlez maintenant, la femme est très souvent dévalorisée. C'est aussi pour ça qu'elle cherche souvent un travail à l'extérieur. Nous avons dévalorisé le plus grand travail au monde qui était l'éducation des enfants. C'est ça qui est malheureux. Nous avons dit il est plus noble
de travailler dans une usine. De cette façon, on obtient la libération. Nous devrions avoir une société où il est possible pour les femmes de faire les deux, de rassembler la communauté, de retrouver un sens communautaire dans laquelle nous travaillions par le passé tout à fait naturellement. Les femmes étaient les assistantes sociales, les sages-femmes, et c'était elles qui s'occupaient de la communauté et des morts. Mais tout cela a complètement disparu. Et dans cette nouvelle famille que vous préconisez, quel serait le rôle éducatif du père? Il est très important que la nouvelle attitude devrait être la suivante. Le père devrait avoir suffisamment de temps à passer avec ses enfants. Il devrait pouvoir représenter un véritable modèle pour ses enfants et ne pas être une figure, un modèle absent et qui fait peur. Mais tout cela est positif.